Pour ceux qui auraient lu la petite présentation que j'ai proposée de mon intervention à ce forum, je voudrais signaler que je l'ai un petit peu modifiée. En tout cas, j'ai modifié mon entrée dans cette question pour pouvoir m'intéresser plus directement à la question qui nous est posée ce matin: suis-je ou ne suis-je pas moi-même? Et m'intéresser à cette question, suis-je ou ne suis-je pas moi-même, m'a conduite à faire passer la question des identités culturelles, que j'avais annoncée, à un second temps. Pour une raison que je vais préciser tout de suite, aborder la question de l'identité à partir des identités culturelles oblige à envisager directement la question de l'identité à partir de celle du nous. Elle nous place d'emblée dans un collectif lié à une représentation partagée d'appartenance, de valeurs, de modes de vie, de croyances communes, ce que nous appelons la culture. Or, il est radicalement impossible de pluraliser la question « suis-je ou ne suis-je pas moi-même » pour en tirer directement une quelconque manière de penser « sommes-nous ou ne sommes-nous pas nous-mêmes ». La manière de procéder pour poser la question et tenter d'y répondre, la question « qui suis-je ?», ne nous donne aucune clé pour répondre à la question « qui sommes-nous » ? Et bien des malentendus surgissent précisément quand on se propose de penser le « nous » sur le modèle de « je » additionné ou démultiplié. « Nous » n'est pas composé de l'ajout de moi avec moi, mais bien précisément de l'ajout de moi avec un autre ou plusieurs autres. « Nous » est fait d'identité et d'altérité. Donc je voudrais dans un premier temps prendre au sérieux cette question qui nous est posée, la question de l'identité individuelle, du moi que je suis ou je ne suis pas, et m'intéresser à la manière dont je peux appréhender éventuellement ce moi. Et puis montrer ensuite, dans un deuxième temps, comment la question de l'identité collective, et en particulier ici dans sa dimension culturelle, qui est celle qui m'intéressera plus spécifiquement aujourd'hui, montrer comment la question du nous, que nous sommes ou non, ne saurait se déduire, ni encore moins se résoudre, par le simple glissement ou passage du singulier au pluriel, mais elle engage un positionnement politique et une situation d'énonciation tout à fait spécifique. Ce faisant, je suggérerais qu'il faut désagréger la notion d'identité. Le concept d'identité, apparemment vous en avez déjà parlé hier, est essentiellement multiple et le langage nous égare lorsque nous mobilisons le même terme en croyant qu'il s'agit de la même chose pour parler de moi et de nous, de l'identité individuelle et de l'identité collective, en particulier, encore une fois, dans sa version culturelle. Un traitement politique juste de l'identité culturelle suscite une exigence normative spécifique qui ne peut pas être simplement rabattue sur le respect de l'éthique personnelle due à l'identité individuelle. Alors pour commencer et pour tenter de penser le statut de ce moi que je ne suis ou que je ne suis pas, je voudrais partir de la lecture croisée de deux essais récents, Rupture, au pluriel, par Claire Marin, et Giono Furioso, par Emmanuel Lambert, qui vient d'obtenir le prix Femina. Ces deux essais me semblent nous dire quelque chose de notre époque, et s'ils diffèrent, bien sûr, dans leur forme et dans leurs enjeux, s'y jouent aussi de manière profondément similaire, je crois, un questionnement et une démarche pour tenter d'appréhender l'identité personnelle ou individuelle. Claire Marin, dans Rupture, s'interroge sur ces failles, ces bifurcations de notre être que provoquent ces ruptures existentielles que sont l'accouchement ou le fait de donner naissance, la séparation amoureuse, la maladie, l'exil, le voyage, le deuil. Or, loin de soutenir que dans ces circonstances, un ancien moi disparaît pour laisser la place à un nouveau moi, avec les éventuelles souffrances ou rechutes que cette mue de moi entraînerait, elle montre que nous sommes intimement et constamment faits de ces failles, de ces fluctuations, de ce, dit-elle, sentiment de ne pas être soi-même, du décalage, du non-consentement ou de la non-adhésion parfaite à ce que je suis. Nous sommes faits de ruptures, sans pour autant qu'on puisse exactement désigner, saisir ce dont il y a rupture, sans que je sois capable de savoir
quel est ce moi que je serais vraiment et dont la rupture m'éloignerait, dont elle me ferait dévier, ou au contraire que la rupture me permettrait d'accomplir dans sa vérité ou sa réalité, vers quoi elle me dirigerait, comme ce à quoi j'avais toujours déjà été appelée à devenir. Il n'y a pas, dit-elle, un vrai et un faux moi, il n'y a pas de moi unique, substantiel, fixe, vers lequel on tendrait pour le réaliser pleinement ou duquel on se distancierait pour le nier, le domestiquer ou apprendre à le performer sous l'effet d'injonctions sociales. S'interroger, comme elle le fait dans son livre, sur l'effet existentiel de ces ruptures permet de saisir que je suis, dit-elle, une myriade intérieure, alors que nous avons tous tendance à être aveuglés par le mirage d'une identité stable et singulière, d'une unité du moi. La dispersion en une multiplicité survenue au gré des rencontres et des accidents est non seulement inévitable, mais nécessaire pour penser et être ce que nous sommes, nous enseigne la philosophe Claire Marin. Emmanuel Lambert, dans Giono Furioso, se demande qui est Giono. Et elle se le demande au-delà de l'image d'Épinal de Giono, poète provençal, écrivain régional, que les réceptions accumulées ont produite de lui et que, dit-elle, tant les photographies qu'elle observe que la lecture de ses œuvres nous appelle à mettre à distance. Cherchant qui est Giono, c'est aussi elle-même à la fois lectrice et écrivaine qu'elle traque. Elle écrit « Il ne me la fera pas. Je vais le lire et je vais le prendre par tous les livres et par toutes les lignes. Et j'irai le chercher dans ses contradictions et ses délires, dans son moi d'écrivain qui toujours se dérobe, car je sais qu'écrire, c'est toujours se mettre à l'abri de son œuvre, même si l'on affecte de se dévoiler. » Fin de citation. Alors ce moi que Giono est et n'est pas, le soldat de la Grande Guerre, le pacifiste de la Seconde Guerre mondiale, le fils de son père, Jean-Antoine, le père de ses filles, et il y a un tiroir qu'Emmanuel Lambert ouvre avec une étiquette « Papa en vrac », la page de manuel scolaire, l'enfant de Manosque, le juré du prix Goncourt, son œuvre elle-même, il écrit dans son journal le 20 novembre 1935 « N'être que mon œuvre ». Le styliste extraordinaire, le roi barbare, dit Emmanuel Lambert, elle le trouve dans sa multiplicité. Et sa multiplicité mise en concordance dans le récit de ce moi d'écrivain qu'il a lui-même patiemment construit. Nulle unité, nulle vérité du moi qui attendrait simplement que quelqu'un enfin le découvre, mais, dit Emmanuel Lambert, des morceaux de lui, qu'elle peut recomposer lorsqu'elle-même, écrivaine, se cachant tout en se dévoilant dans son livre, produit le récit éminemment subjectif de sa propre relation à lui. Alors que nous apprend de l'identité personnelle la lecture, croisée, rapide, on pourra y revenir, de ces deux essais récents? Deux choses au moins, me semble-t-il, fondamentales. La première que, selon les termes de la philosophie empiriste de David Hume, l'identité personnelle, comme idée de substance, comme, et je cite Hume dans le traité de la nature humaine, un objet qui demeure invariable et ininterrompu à travers un changement supposé de temps, fin de citation, cette identité personnelle substantielle est une fiction, un produit de l'imagination, artistique éventuellement, et de la croyance. Mais le moi ne s'éprouve pas, ne se ressent pas. Nous ne faisons pas l'expérience phénoménologique de l'unité ni de la simplicité de notre moi. En termes humiens, à l'idée de moi-même ne correspond pas l'impression de moi-même. L'idée bute sur une multiplicité d'impressions et de perceptions, sur une fragmentation radicale de ce que l'on nomme moi par commodité grammaticale, mais sans qu'il s'agisse en rien d'une réalité ontologique ni d'une expérience vécue. L'esprit, dit Hume, est une sorte de théâtre où des perceptions diverses font successivement leur entrée, passent, repassent, s'esquivent et se mêlent en une variété infinie de positions et de situations.
Attribuer une identité personnelle, à soi-même, à un autre, est un effet du mouvement de l'esprit humain qui associe volontiers l'idée de ressemblance ou de similitude entre deux expériences, entre deux perceptions, par exemple entre un événement du passé que j'ai vécu et le souvenir que j'en convoque aujourd'hui, ou bien entre l'image que j'ai de vous, que j'ai eue hier, et celle que j'ai aujourd'hui. L'esprit associe volontiers la ressemblance entre ces perceptions à l'idée d'identité. Mais l'identité n'est pas réelle. Elle n'unit pas réellement ces différentes perceptions. Elle est simplement, dit Hume, une qualité que nous leur attribuons. Il n'y a pas d'invariant, pas de permanence, pas de point fixe, au-delà de ce que notre imagination et notre croyance en l'identité produit. Si je suis en quête de la vérité de moi-même, je trouverai un kaléidoscope dont les contours et l'assemblage dépendent de mon point de vue sans cesse changeant. L'artiste, en ce sens, est mieux placé que le biographe pour saisir l'identité de quelqu'un. Il fournit du sens et propose une expérience esthétique qui assume son statut de création et sa subjectivité radicale. La seconde leçon que nous pouvons tirer est que pourtant, lorsque la rupture me fait vaciller, dit Claire Marin, me déchire, je me cherche pour échapper au vertige. Que pourtant, le double « je » d'Emmanuel Lambert, elle écrit « Ce livre est écrit au pluriel, deux personnes s'activent en moi », traque bien le « moi » d'écrivain de Giono, en dépit de ses dérobades. Enfin que, chez Hume, il y a bien un « je » qui cherche un « moi ». Pour moi, écrit-il, quand je pénètre le plus intimement dans ce que j'appelle moi-même, je tombe toujours sur une perception particulière. Je ne parviens jamais, à aucun moment, à me saisir moi-même sans une perception. Fin de citation. Comme le fait remarquer Paul Ricoeur dans Soi-même comme un autre, il y a bien, du moins dans l'enquête humienne, quelqu'un qui pénètre en lui-même, qui cherche et qui déclare n'avoir rien trouvé. Qui est ce quelqu'un, sinon le soi, que l'on cherche peut-être là où il ne se trouve pas? Ce que nous enseignent ces deux essais à la suite de Hume, c'est que paradoxalement, je résiste à l'éparpillement. Pour dénouer le paradoxe, un chemin est possible. Je suis ce je qui parle et que je raconte à moi-même et aux autres. Mon identité est narrative. Avoir une identité personnelle consiste à raconter une histoire, des expériences qui me sont directement ou indirectement reliées, à établir des liaisons entre ces expériences, à les intégrer dans un récit, dans une trame qui a un sens pour ceux à qui je la raconte et qui produit pour moi ce que Ricoeur appelle un maintien de soi au double sens temporel et éthique. L'identité est ce à quoi je choisis de rester fidèle dans les ruptures et le passage temporel, dans les couches successives et indéfiniment partielles des récits. Pour citer Paul Ricoeur, j'insiste sur cette expression d'identité narrative, car ce que nous appelons la subjectivité n'est ni une suite incohérente d'événements, ni une substantialité immuable, inaccessible au devenir. C'est précisément la sorte d'identité que seule la composition narrative peut créer par son dynamisme. Fin de citation. Ce moi que je suis est l'agent et l'objet du récit. Ayant admis le caractère fragmenté de l'expérience phénoménologique que je fais de moi-même, délivré de la pesante illusion selon laquelle je devrais rentrer en moi-même et me découvrir pour devenir qui je suis vraiment, je peux désormais être l'auteur de mon identité. J'ai le pouvoir de faire le récit de moi-même, c'est-à-dire de me composer. Cette mise en configuration comporte une mise en péril, cette production de sens s'accompagne de discordance, et notons enfin que l'identité en ce sens est alors une pratique, ou on peut dire une pragmatique de langage. Il s'agit d'un acte de langage par lequel l'identité se fait en se disant. Ce moi-même que je suis est ce qu'on appelle, dans la philosophie du langage anglo-américaine, le résultat d'un acte illocutoire, c'est-à-dire un acte réalisé dans l'énonciation elle-même. Pour que je sois, pour que mon acte de langage soit réussi, il faut et il suffit que vous me reconnaissiez comme le je que j'énonce. Alors je suis moi-même, quel que soit le contenu de ce moi, mouvant, partiel,
et quels que soient les faits, admiration, colère, dégoût, amour, que cela provoque sur vous. L'identité personnelle se réalise par l'acte narratif dont le récit est toujours inachevé. On voit bien désormais combien il est illusoire de penser que l'on pourrait saisir l'identité collective en multipliant ses identités individuelles pour produire par addition quelque chose comme un sujet collectif. Se demander qui est ce moi que je suis ou que je ne suis pas consiste à chercher une réponse au vertige existentiel qui me saisit quand je fais l'expérience de l'instabilité, de la discontinuité en moi, et que je fais l'expérience des multiples miroirs que les autres me tendent pour chercher à se confirmer eux-mêmes à travers moi. C'est aussi me soumettre à ma propre évaluation éthique. Ai-je tort d'être dévasté par la rupture, de souhaiter disparaître? Dois-je survivre? Les écrivains, en général, Giono en particulier, sont-ils de braves gens? Demande Emmanuel Lambert. Que dit de moi cette ressemblance de fureur, Giono Furioso, que j'aime revendiquer avec mon grand écrivain? Le récit permet cette interrogation et cette imputation éthique. Je suis l'auteur. J'ai autorité pour mobiliser les critères que je souhaite pour produire un récit singulièrement subjectif. Et puisque je dis librement je peux être tenu pour responsable de ce que j'en dis et de ce que j'en fais. L'identité collective, par contraste, oblige à une certaine objectivité. Je ne peux pas faire ce que je veux des événements qui m'adviennent dans la trame historique et sociale que nous partageons. La responsabilité du nous est partagée. Enfin et surtout, nous exige la prise en compte d'un autre. Nous devons nous être mis d'accord pour dire nous ensemble. Je ne peux pas dire nous et par là créer une identité collective si vous n'y consentez pas. Alors le passage de l'identité individuelle à l'identité collective, s'il n'est pas et ne peut pas se penser comme une simple addition de je ou de moi, pourrait plutôt s'envisager à l'inverse. C'est peut-être d'un récit collectif préalablement composé que pourraient surgir des récits individuels. Cette perspective, qu'on peut nommer communautarienne, et ce qui doit s'entendre ici dans le sens technique, philosophique d'une école de pensée particulière, anglo-américaine et canadienne, je pense notamment à Charles Taylor, McIntyre, Michael Sandel et d'autres, et donc communautarien ici à ce sens technique précis. Cette perspective consiste à affirmer que les identités individuelles narratives s'inscrivent dans des cultures, mobilisent des valeurs, se disent dans des langues toujours particulières, de telle sorte que le moi n'est jamais librement désengagé, mais toujours très solidement ancré dans des contextes normatifs et des pratiques sociales, y compris des pratiques sociales langagières, je parle ici en français, qui conditionnent le récit de soi et sa réception. Il ne s'agit pas seulement dans cette optique de dire que le sujet ne peut pas être indépendant des circonstances données, politiques et sociales, dans lesquelles il se trouve, auxquelles il pourrait par ailleurs donner une configuration ou une composition particulière. Mais il s'agit plus radicalement d'affirmer que le sujet n'est pas non plus autonome dans le type d'interprétation ou d'évaluation qu'il peut faire de ces déterminations sociales dans lesquelles il se trouve. Le nous précède le je. Lorsque je fais le récit de mon identité, je mobilise nécessairement des significations communes et il n'y a pas de soi antérieur au lien constitutif, d'accord, au lien qui constitue ce soi, qui le façonne. Il n'y a pas de soi antérieur qui pourrait permettre de choisir quels liens vont être constitutifs. Nous sommes toujours déjà membres de nos communautés d'appartenance. L'individu ne peut se dire que dans un certain contexte, qui est l'horizon de sens minimal à partir duquel il peut s'auto-interpréter. Pour que je sois reconnu, il faut que les termes dans lesquels je me dis soient compris. Et cela suppose un horizon de sens partagé, qu'on appelle une culture. Dans cette perspective, la question « suis-je ou ne suis-je pas moi-même » suppose un préalable, l'horizon de sens partagé, dans lequel on peut poser cette question, et qui donne un sens à la question même. L'identité qu'un sujet choisit de raconter s'ancre dans des valeurs communes, il est constitué de liens communs. Toutefois, cette vision, cette perspective communautarienne se heurte à un écueil.
Elle ne rend pas compte de la manière dont les interprétations subjectives peuvent contester les valeurs communes, favoriser par leur posture critique délibérée l'apparition de nouvelles normes de signification, de nouveaux sens. Elle est par tendance conservatrice. Si le nous précède le je, nous pouvons certes bénéficier d'une maigre marge pour interpréter les liens constitutifs dont nous sommes faits, mais nous ne pouvons ni les choisir, ni surtout les rejeter, s'ils nous semblent sans valeur, tout simplement parce qu'il n'y a même pas de moi antérieur à ces liens qui pourrait en sous-peser, en signifier la valeur de manière autonome. La perspective communautarienne prend les communautés d'appartenance comme des ensembles, toujours déjà donnés, homogènes quant aux valeurs et aux significations, et l'identité collective comme la toile de fond, incontestable, des identités individuelles. Dans cette perspective, deux conséquences politiques, tout aussi délétères l'une que l'autre, se font jour. L'une consiste à affirmer que la seule communauté d'appartenance capable de fixer la grammaire narrative identitaire est la communauté nationale. Dans ce cas, les individus déviants sont des étrangers, et on appelle étranger, de l'extérieur ou de l'intérieur, tout individu dont le récit de soi ne correspond pas aux attentes des valeurs, des significations nationales. On a là le fantasme d'une identité collective, culturelle, imaginairement homogénéisée, assimilationniste, qui prétend exclure tous ceux dont l'identité narrative est perçue comme l'expression d'un désaccord avec le récit commun. L'autre perspective politique consiste à prendre acte de la multiplicité des cultures dans nos États contemporains, mais à penser les cultures majoritaires et les cultures minoritaires comme des blocs de signification en conflit, dont l'enjeu serait la lutte pour la reconnaissance, voire l'hégémonie. La promotion, l'élaboration, la mise en visibilité d'une identité collective digne d'être reconnue risque alors de promouvoir des cultures aux caractéristiques simplifiées, rigidifiées, à laquelle les membres individuels des groupes seraient tenus de se conformer sous peine d'être des traîtres à leur camp dans cette guerre des cultures. Le risque est celui de ce que le philosophe états-unien Kwame Anthony Appiah a identifié comme le syndrome de la méduse dans son ouvrage « Les éthiques de l'identité », en référence à cette figure mythologique qui change en pierre ceux qui la regardent. C'est le risque de l'imposition, de l'ossification d'une identité étiquetée comme authentique, issue d'un récit collectif caricatural qu'il s'agit de défendre. Apparaîtront, dit Appiah, des modes corrects d'être membre de tel ou tel groupe. Des exigences seront exprimées, des attentes devront être comblées, des lignes de front seront tracées. Fin de citation. Les symboles identitaires prennent alors toute leur signification dans ces horizons de sens, en lutte, et chaque individu perd son autorité sur son propre récit de lui-même. Pas plus dans un cas que dans l'autre, pas plus dans le communautarisme national que dans le communautarisme multiculturel, le récit de soi ne peut-il se faire discontinu, inédit, pluriel et indéterminé. Je ne peux rien faire de mes ruptures, et Giono demeure pour toujours un écrivain provençal. C'est pourquoi, plutôt qu'une perspective communautarienne qui fonde ce moi-même que je suis sur un nous préalable, il faut plaider pour une perspective qui désagrège la notion d'identité, qui en souligne le sens et la valeur éthique et existentielle au plan individuel, et qui la récuse normativement et politiquement au plan collectif. Les cultures ne sont pas des groupes identitaires. Ajouter l'épithète culturelle à la notion d'identité constitue celle-ci en énigme théorique et en problème politique. La culture devient une réalité naturalisée, essentialisée, avec sur les individus l'effet de ce que la philosophe britannique Anne Phillips a appelé une camisole de force. Je la cite, elle force ceux qui sont décrits comme les membres d'un groupe culturel à un régime d'authenticité, leur refusant la possibilité de traverser les frontières culturelles, d'emprunter des influences culturelles, de se définir et se redéfinir eux-mêmes. Fin de citation. La culture, en ce sens identitaire, stimule la construction des stéréotypes et la tyrannie des petites différences. Les caractéristiques culturelles doivent plutôt être comprises
dans cette perspective, comme des caractéristiques nominales et non pas substantielles, revendiquées selon les choix politiques que font les individus placés en situation d'énonciation et dans des relations qui sont toujours contextuelles. Saisir le caractère nominal de ces caractéristiques permet de saisir l'écart entre ce que je suis, mes déterminations culturelles, sociales, politiques, je suis une femme, je suis professeure de philosophie, je suis niçoise, je suis carnivore, ce que je suis et qui je suis, la singularité et la multiplicité des expériences que je compose pour en faire un récit. Seule la seconde question porte sur mon identité, qui je suis. La première, ce que je suis, porte sur mon positionnement de sujet politique, plus précisément encore sur ma subjectivation politique, sur le processus par lequel, sous l'effet de circonstances et de modalités particulières, j'adopte, pour moi, telle ou telle caractéristique, et je lui confère un contenu conforme au modèle majoritaire ou en contradiction avec le modèle majoritaire, pour agir dans et sur l'ordre social. Les déterminations qui me sont assignées, le sens qu'elles revêtent, sont le produit d'un ordre politique qui les définit comme tels, et en considération desquels il peut me conférer des droits ou non, droits qui seront des ressources politiques. Si, en tant que femme, je m'engage en faveur de certains droits pour les femmes, ce n'est pas parce que femme est mon identité, c'est parce que femme est un maître-mot, un signifiant dont l'effet est de produire un sens pour l'ordre institutionnel auquel je m'adresse, et ordre institutionnel qui a le pouvoir de distribuer des droits, des statuts, des fonctions et des obligations. Ce n'est pas mon identité qui est en jeu, c'est mon égalité. Ce n'est pas à autrui que je m'adresse, c'est aux institutions. J'en appelle non pas à des politiques identitaires, mais à des politiques de justice. L'identité culturelle est un leurre qui a pour effet d'éthiciser, de rendre éthique, et de dépolitiser les questions de droits collectifs. Et les droits collectifs ne sont pas les droits d'un super sujet collectif, d'un super individu, mais ce sont des droits individuels qui portent sur des biens par nature communs et relationnels. Le droit à la parole et à l'expression publique, le droit à se voir reconnu comme sujet crédible de connaissance lorsqu'on fait part de ses propres expériences, le droit à une éducation publique de qualité, quelles que soient ses déterminations sociales et ses apparences, le droit à ne pas être stigmatisé ou discriminé. M'intimer de réclamer ces droits au nom de mon identité culturelle, c'est m'intimer de ne pouvoir réclamer l'égalité qu'au nom d'une identité que par ailleurs on récuse comme ne disant pas vraiment qui je suis. C'est nier ma capacité à parler au nom de ce que je suis en tant que sujet politique. C'est au fond placer le sujet politique dans une injonction identitaire contradictoire. Et c'est bien là, et c'est mon dernier mot, le paradoxe meurtrier de l'identité culturelle. Merci.